Caroline, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour témoigner de votre burn-out, puisque vous en avez été victime. Alors, vous avez travaillé durant 20 ans dans le secteur de l'habillement. Tout me plaisait en fait dans ce travail, sauf les conditions. J'imagine que vous ne comptiez pas vos heures. Salut. Puisqu'il faut de toute façon faire plus. Donc on est obligé d'y passer plus de temps. Il y a évidemment, on est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez avoir un coup de fil à minuit ou finalement les vacances, vous êtes toujours disponible. Donc en fait, il n'y a plus de séparation et prendre de plus en plus de poids. Et donc ça s'est bien passé pendant assez longtemps. De plus en plus de surcharge de travail, effectivement des responsabilités de plus en plus importantes et l'envie de progresser, l'envie de réussir, l'envie de montrer qu'on est capable. Effectivement, j'ai pas mal de ressources, pas mal d'énergie et avec des objectifs de plus en plus élevés. On arrive à les atteindre, donc on va en avoir d'autres et on a une espèce de... avec, je pense, un bon stress, mais qui est de plus en plus. Donc on devient un peu une superwoman, on réussit tout va bien, jusqu'au jour où, alors quasiment, mais alors avant ça, il y avait une reconnaissance au travail de ce que vous faisiez ou pas? Alors il y avait une reconnaissance, on va dire, à l'extérieur par les clients, peut-être moins à l'intérieur de la société. C'est-à-dire, vous étiez plus... on vous conviait pas partout, vous n'étiez plus... on n'était plus à l'écoute de ce que vous faites. Oui, parce que c'est pour montrer que les autres sont moins bons. Alors qu'en fait, on est là pour faire son travail et on est entre... Il y a le côté affectif. Alors, parfois, c'est super, c'est extraordinaire ce que tu fais, ça va permettre d'avancer, de faire du... Le lendemain, ça va être l'inverse. On vous parle plus, on vous met plus bas que terre. Alors, pourtant, ça fait des années que vous étiez là. Hein. Donc il y a quand même une histoire commune. Oui, alors ça donc je vais essayer de m'adapter. Et puis on essaie de s'adapter. Puis finalement, on arrive assez bien à encaisser parce qu'on dit c'est bien fou, on comprend plus. En fait, on ne sait plus comment agir parce que ce sont des façons de parler ou des façons d'agir qui sont en dehors de vos schémas de pensée connus. Vraiment amplifiés. Et devant ces signes, vous n'êtes pas posé des questions? Aujourd'hui, je sais qu'il faut beaucoup plus écouter son corps parce qu'il y a des signes d'alerte et peut-être qu'il a fallu un signe très violent pour qu'enfin je comprenne qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales ou pas en accord en tout cas. Et justement, avant cette fameuse nuit où le corps a dit stop, il y a eu des jours, des matins où vous avez dit j'ai pas envie d'y aller? Il y a eu des matins où j'ai pas envie d'y aller, beaucoup. Il y a eu, d'autant que je partais très tôt, je partais à 7h moins le quart le matin, et même des jours où j'ai carrément loupé l'embranchement pour y aller. Donc ça veut dire que vraiment, je voulais pas y aller. Et vraiment, vous n'avez pas écouté? Voilà, vraiment pas écouté. Oui, l'estomac qui se serre juste à la vue du panneau, oui. Et ça même encore quelques années après. Il a fallu du temps pour que le nom de la ville ne me serre plus l'estomac, oui. Et alors donc, le jour où vous êtes effondré, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis tombée, mais je suis vraiment tombée physiquement avec des maux de tête épouvantables, comme si j'avais une perceuse en fait qui me vrillait la tête, mais à tel point que je pouvais plus me lever. Donc ça a été l'ambulance qui est arrivée, l'hospitalisation, d'arriver à surmonter ça. Et très vite, on a compris ce que vous aviez. Oui. Ça a été assez clair. Ça a été assez clair. Oui. Vous avez un mari, 4 enfants. Oui. On ne connaît pas forcément le burn-out. Comment ils ont réagi? Alors, mon mari n'a rien compris. Il dit, ma femme, elle est forte, je suis jamais malade, j'ai jamais eu d'arrêt, j'ai jamais rien, donc il a rien compris. Voilà, les enfants n'ont rien compris non plus, en fait, pas grand monde a compris. Moi-même, je savais pas ce qui m'arrivait. Je peux pas dire beaucoup plus en fait. On est de superwoman, on devient une espèce de loque au fond du lit qui peut plus bouger, plus se lever, qui a mal à la tête. Et au bout de vous êtes 15 jours d'hôpital, c'est ça? Voilà, 15 jours. Vous êtes rentré après, et là vous n'étiez même pas capable de sortir de votre lit. Je ne pouvais pas sortir de mon lit, donc je suis partie dans le sud chez mes parents. Voilà, juste pour être, je dirais, sur mes terres et entourée loin, peut-être loin aussi. L'éloignement était important. Et voir personne, avoir des maux de tête épouvantables. On verra ce qui vous a reconstruit. Marance, alors ce burn-out, ce syndrome que l'on appelle d'épuisement professionnel, il est un peu mis aujourd'hui d'un burn-out parce qu'on peut tout mélanger. Bon, d'abord, vous avez bien compris, après le magnifique documentaire qu'on vient de voir, que ça peut se présenter de manière diverse,
qui sont pas déprimés et que le mot dépression ne convient pas. En tout cas, pour nous, le diagnostic différentiel, c'est que souvent, dans notre protocole, au bout de quelques temps, les gens sont reposés, retrouvent la possibilité d'activités associatives, sportives. Pas du travail, Non, on s'était dit au début, chic, ils vont bien, on les renvoie au travail. Et là, quelquefois, sur une seule tâche, ils replongent et plus gravement. Donc la différence avec la dépression, c'est que la dépression vous fait couler dans tous les secteurs de votre vie, alors que le burn-out, au bout de quelques semaines de repos, vous permet de reprendre, j'ai envie de dire, la vie normale. Et donc on voit bien que ce mot valise, qui est certes pratique pour tout le monde, ne règle pas la question de rentrer dans ce qu'on va plutôt appeler, je suis assez d'accord avec Daniel Linhart, des effondrements. Les gens font des décompensations somatiques très graves, organe qui fait partie du corps, et on n'est même pas dans l'intrapsychique. Quand il décide d'arrêter, il arrête. C'est ça, en plus, ce que vous décrivez, c'est vraiment le corps qui s'effondre, de manière tout à fait littérale. C'est une décompensation somatique majeure, et moi je trouve, en tout cas dans ce qu'on voit dans le réseau, que ce sont des épuisements professionnels extrêmement neurophysiologiques, et d'ailleurs nous faisons passer des bilans neuropsychologiques systématiquement. Ce documentaire. En 2015, l'Institut de veille sanitaire estimait que 480 000 salariés étaient en souffrance psychique au travail, 30 000 en situation de burn-out. On en est où aujourd'hui ? Accidents du travail liés à des lésions psychiques, ce qui veut dire que sur le terrain, les médecins ont suivi nos conseils de déclarer en accident du travail les pétages de plomb qui peuvent intervenir au décours d'un burn-out plutôt qu'en maladie professionnelle. Alors pour continuer à parler de ce sujet, je vous propose de réagir tout d'abord à un extrait du documentaire. Regardez. Dans mon éducation, il y a un côté un petit peu pervers en ce qui concerne le travail, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne travaille pas, je n'ai jamais été au chômage, et j'ai été éduqué comme ça, c'est-à-dire que on s'arrête pas de travailler. On s'arrête pas. Voilà, et que ce soit le paysan du Léon ou c'est pas de s'arrêter. C'était pour les faibles, ça n'arrivait qu'aux autres, ça pouvait pas m'arriver à moi. Moi, je tenais, quelle que soit la circonstance. Je tenais, c'était pour ça qu'on m'employait. J'étais une machine de guerre, comme on disait, donc j'étais quelqu'un qui n'avait aucune faiblesse. Emmanuelle Anison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef du service Société de l'Obs, et avec Jacqueline Rémy, vous avez écrit « Mon travail me tue, burn-out, pourquoi nous craquons tous ». Donc vous êtes parti à la rencontre de ceux qui ont été effectivement massacrés par le travail. Vous avez constaté déjà que ça concernait toutes les professions, ou est-ce qu'il y en a quand même qui sont plus représentées ? Non, ça concerne vraiment toutes les professions, du paysan en passant par l'assureur, le médecin, les journalistes, absolument tous les secteurs de la société. Parce que finalement, je pense qu'on assiste à un dérèglement général du travail, du sens du travail. Ce n'est pas toujours parce qu'ils travaillent trop, c'est aussi parce que souvent leur travail n'a plus de sens, parce que le médecin ne comprend pas pourquoi il faut qu'il aligne les patients tous les quarts d'heure, parce que le banquier, on lui demande de vendre des produits qui n'ont pas de sens pour ses clients, mais simplement pour la marge de la banque, et à un moment, il se retrouve face à quelque chose qui n'a plus de sens. Et donc, finalement, dans toutes les professions, on retrouve ces problèmes aujourd'hui. Et le burn-out... Et à tous les niveaux, parce qu'à une époque, on disait que c'était effectivement un problème de management, et en fait, on se rend compte maintenant que même ceux qui imposent le management peuvent aussi être touchés. Donc, voilà, c'est vraiment absolument à tous les niveaux. Là, on a fait un reportage dans une clinique sur le burn-out des soignants, et on s'est rendu compte que finalement, dans cette clinique, il y avait à la fois le directeur de l'hôpital jusqu'à l'aide-soignante. Et donc, toutes les catégories sociales sont représentées. Donc, effectivement, ça touche tous les niveaux et tous les secteurs professionnels. Et ça touche, ce que disent d'ailleurs les personnes documentaires, ça touche essentiellement les personnes qui sont des bons travailleurs, des gens qui jusqu'ici n'avaient jamais eu de problème, qui sont des petits soldats du travail, qui ont toujours été consciencieux. Et tout à coup, cette conscience du travail ne fonctionne plus. Et donc, cette perte de sens devient absolument épouvantable pour des gens pour qui le travail a un sens et une importance forte dans la vie. Les victimes du burn-out, Marie Peset, ont des points communs, même s'il y a des facteurs de risque au burn-out. Non. Sauf à penser que la conscience professionnelle est devenue une pathologie. Non, je crois qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail, on ferait mieux de parler de qualité du travail et que c'est ça qui répare les gens. Vous disiez à juste titre, ça touche tout le monde. Le travail est central pour construire son identité, pour dire aux autres qui on est, pour être utile au monde en se levant tous les matins et en allant quelque part à la rencontre des autres.
Et donc, faire du sale boulot dans de mauvaises conditions, c'est rentrer le soir, se regarder dans la glace et s'abîmer lentement, s'éroder lentement en termes identitaires. Alors, Dr Baumann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, spécialiste en burn-out chez vos patients. C'est quoi ? Le stade de départ, c'est effectivement une sorte de mal-être ressenti de façon plus ou moins brutale. C'est le burn-out complet, je dirais, lorsqu'il vraiment il touche la personne. Là, il est dans ce qu'on nous a décrit, c'est-à-dire une impossibilité de se mouvoir. Alors que sans ça, ça commence par des signes qu'on disait fonctionnels en médecine. C'est-à-dire des gens qui ont mal au ventre, qui sont fatigués, qui sont stressés, qui pleurent. Beaucoup, souvent. Et puis, des signes, on ne parle pas beaucoup, là, depuis tout à l'heure, de l'environnement familial. Et la famille et les amis et les proches du travail sont là aussi pour témoigner qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et c'est souvent... Et sans comprendre. Sans comprendre. Moi, c'est ce que je vois en tant que médecin, enfin en consultation. C'est ma seule qualité, si je puis dire, dans ce domaine, c'est de recevoir les gens pour ça. Et je vois des gens qui sont parfois même amenés par essayer d'entendre parler tout le temps de ce travail obsessionnel et de ce rapport avec un chef plus ou moins pervers narcissique, plus ou moins... Bon, voilà. Et c'est ça le discours que moi j'entends. Alors... Et je trouve que c'est un discours d'ailleurs assez Mais on imagine curieux. bien qu'idéalement, il faut pouvoir arriver avant l'effondrement total. Donc effectivement, il faut... parce qu'une fatigue, des maux de ventre, etc., c'est quand même pas très significatif, donc c'est compliqué. Bien sûr. Alors ça, c'est un médecin, puisque c'est quand même à eux, il y a 10-15 ans, il comprenait pas beaucoup, puisque ça n'existait pas. On a travaillé, que ce soit ici autour de cette table, on est nombreux à avoir réfléchi à ça, à le faire connaître. Parce que on était ignoré, enfin cette maladie était ignorée quand même largement des médecins tout simplement d'ailleurs, et des psychiatres aussi, qui pensaient qu'ils perdaient leur temps autour de cette symptomatologie. Et maintenant, ça a un peu changé. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu des suicides aussi. Burn-out, comment ça se présente ? Mais ça se présente comme ma voisine ici le disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce et c'est ça qui m'a frappé moi, c'est cette impossibilité à se mouvoir, un peu comme un enlisement, moi, dans les sables, je dirais dans des sables mouvants. C'est-à-dire plus on remue, plus on s'enfonce, et on a tendance à plus vouloir bouger. On entend Marie Peset, on entend Caroline dire qu'effectivement il y a eu des signes. Il y a eu des signes avant, y compris de ne pas pouvoir prendre un branche. Ça le raconte. Pourquoi on n'arrive pas à se dire, effectivement, il y a un problème qui est lié éventuellement à mon travail ? C'est quoi ? C'est déjà la peur de perdre son travail, la peur Bien sûr. Le burn-out, d'ailleurs, comme le burn-out d'origine dans les années 70 aux États-Unis, intervient dans une période tellement forte dans ce pays qu'elle fait supporter des situations iniques, absolument intolérable et qu'elle d'ailleurs aussi entraîne une radicalisation du management du côté de la demande de travail. Mais pour revenir sur les symptômes, au-delà de nos définitions de spécialistes, salariés ou en libéral, c'est d'abord la fatigue qui n'est plus résorbée par le repos. C'est vraiment on se lève fatigué. Voilà, on se lève fatigué le lundi matin. La perte du plaisir vis-à-vis du travail ou même la peur au ventre pour y aller et le recours aux produits. Ça va des compléments alimentaires sur le comptoir de la pharmacie, aux anxiolytiques, aux antidépresseurs légaux et puis à tous les produits qui circulent dans les différentes tribus professionnelles. Quand on en est là, on va entamer la dernière partie de l'entonnoir où on travaille de manière compulsive, où on pense plus, on n'est plus que dans du tenir. Les femmes d'ailleurs viennent souvent nous voir quand elles ont frappé leur enfant le matin pour la première fois. Parce qu'elles étaient épuisées. Parce qu'elles étaient épuisées, voilà. Et donc vraiment cette fatigue qui entame les réserves de l'organisme. On a donné le prix Nobel cette année aux chercheurs qui ont travaillé sur les rythmes circadiens, c'est-à-dire qui ont rappelé la très grande vulnérabilité du corps humain, cette nécessité d'avoir des rythmes au quotidien. Il faut rappeler ça. Voilà, le discours de l'entreprise, il veut un corps employable, inoxydable, et au débat de sécrétion, des besoins de dormir, des besoins de rien faire, intellectuels qui s'opèrent de façon réflexe. Il y a une méconnaissance du corps, et vous avez raison, c'est une leçon merveilleuse que donne le corps. Puisque tu ne t'arrêtes pas, je vais t'arrêter en plein vol. Voilà. Parmi tous ceux que vous avez rencontrés, c'est toujours la même histoire qu'ils vous ont racontée. C'est effectivement ces signes éventuellement annonciateurs jusqu'à l'effondrement total. Oui, alors ce qui est marquant, c'est que
il y a la peur peut-être de perdre du travail, mais il y a surtout, ce qui nous a marqué, c'est le déni, en fait. C'est parce que ce sont des personnes à qui n'est jamais rien arrivé avant, qui sont des gens forts, qui ont toujours été bosseurs, qui ont été forts, et qui ne... Pas moi, ça ne peut pas m'arriver à moi, peut-être aux autres, mais moi non, donc je ne veux pas le voir. Et même quand les proches disent attention, tu vas pas bien, non, c'est rien. Même quand les médecins disent tourne au travail, et moi ce qui nous a marqué, c'était qu'effectivement, du coup, on perd beaucoup de temps, parce que tout ce processus qui est très long à se mettre en place, en intervenant plus vite, j'imagine qu'on pourrait éviter que ce soit aussi grave. Et en fait, on s'arrête quand c'est trop tard. C'est-à-dire que le médecin s'arrête à un moment où il doit soigner une verrue. Il ne peut plus le faire, mais c'est-à-dire qu'il arrête son geste. Il est obligé de demander de l'aide à son voisin. La journaliste qu'on a rencontrée, elle est, après une conférence de rédaction, elle a son café, elle abandonne tout, elle part dans la rue, elle laisse son sac, sa carte de presse, son café pas encore bu, et elle part soudainement. Et quand on en est à ce niveau-là, c'est là que c'est trop tard, en fait. Sûr. Et ce déni collectif est assez fort et assez marquant. Alors, juste un mot, parce que Dr Baumann, là, on parle du burn-out, mais il y a d'autres souffrances au travail depuis qui ont été identifiées. Il y a le bore-out et le brown-out. Est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit ? Ce sont des déclinaisons un petit peu du burn-out. C'est que il y a beaucoup d'intitulés burn-out qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'ils ont des symptômes, mais souvent c'est malheureusement une perte, par exemple, du sens complet de ce qu'ils font. C'est pas un épuisement par trop de travail, c'est autre chose. Mais le burn-out, et ça complique un tout petit peu les choses. Quant au bore-out, c'est l'ennui, c'est-à-dire l'ennui qui tue, mourir d'ennui, ça existe, mais et la symptomatologie à l'arrivée est pas très différente. Tout ça est un petit peu pareil, mais malgré tout, je trouve important de noter cette différenciation entre les noms simples pour décrire cet état de choses. Et je pense que c'est un... qui finit par faire un burn-out parce qu'effectivement, voir des patients tous les quarts d'heure alors qu'il a besoin de leur parler pendant 3 quarts d'heure pour faire un vrai diagnostic, pour les accompagner, c'est aussi une perte de sens. Il arrive à la perte de sens. Ben, bien sûr, on y arrive. Donc la nuance est un peu... C'est plutôt le défaire et on comprend plus pourquoi. Je sais pas, je peux penser à des professeurs des écoles qui s'occupent d'enfants et qui l'ont fait surtout par vocation, un peu comme le burn-out finalement. Des gens qui sont très convaincus de l'intérêt et de l'utilité de ce qu'ils font et puis qui tout d'un coup s'arrêtent en disant mais à quoi ça rime ce que je suis en train de faire? Alors, ce sont des nuances, mais des nuances d'importance dans le débat actuel, parce que appeler tout burn-out, comme vous le remarquiez tout à l'heure, c'est un petit peu rapide, un peu lapidaire, et je pense qu'il faut essayer de nuancer maintenant qu'on est arrivé. Avant de vous effondrer complètement? Non. Après, oui. Ah, d'accord. Mais avant, non. Non, j'aimais ce que je faisais, j'étais bonne dans ce que je faisais, et les gens étaient contents du travail, donc... non. Après, oui. Santé au travail de 2016 indique qu'en matière de prévention, d'évaluation et de traitement des risques psychosociaux, les entreprises françaises sont globalement en dessous de la moyenne des 36 pays étudiés. Et même pour certains critères, on est quand même très très loin. Comment on peut l'expliquer alors que... On a l'impression, en tout cas que dans notre pays, on médiatise cette souffrance au travail, qu'on en parle beaucoup, qu'on parle des suicides. En fait, l'impression que ça donne, c'est qu'on se donne bonne conscience en mettant quelques process en place, mais sans aller au fond des choses. Et dans une des personnes qu'on a interrogées, et justement, travaillait dans une très grosse entreprise, un gros média, elle avait tous ces process de risques au travail psychosociaux, elle remplissait consciencieusement ses fiches, plus. Et elle nous a dit, finalement, j'ai l'impression que jamais personne n'a lu ces fiches. Je disais, ça ne va pas, je disais, je suis en danger, et finalement, rien n'a jamais été fait à la suite de toutes ces fiches consciencieusement remplies. Et je pense que c'est un petit peu le problème qu'on a, c'est que j'y pas. C'est embêtant de ne pas rappeler à quel point nos chefs d'entreprise et d'établissement ont l'obligation, en termes de résultats, de préserver la santé physique et mentale. Et on est dans un triste pays où on fait du très bon tertiaire, c'est pas prévention primaire. Vous voyez, en Suède, la plupart des chefs d'entreprise maîtrisent la Karolinska, l'échelle du burn-out à la suédoise. Ça dégringole, on les envoie dans des centres de réhabilitation sans se prendre la tête sur l'imputabilité, la lutte des classes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Voilà, la conflictualité qui règne dans ce pays empoisonne la prévention primaire.
Et puis là, on vient de reculer la prise en charge par le médecin du travail à une fois tous les 5 ans, ce qui laisse aux salariés le temps de faire plusieurs burn-out avant de voir leur médecin du travail. Je voudrais rappeler au passage, pour ceux qui écoutent, qu'ils ont le droit d'aller voir le médecin du travail à la demande, sans que l'employeur le sache. Donc, allez consulter les gens qui s'occupent du travail, c'est important. On va y venir tout de suite, on va juste regarder à nouveau un extrait du documentaire. J'ai oublié son numéro. Ce numéro, je le connais par cœur. Donc là, j'ai eu un moment de... pas d'angoisse, mais oui, ça part du ventre, la boule à la gorge... Et puis le psoriasis qui revient, la transpiration, des grosses transpirations. C'est une forme de panique, en fait. Témoignage de cet homme, moi j'ai découvert ces problèmes de concentration qui perdurent. Ça veut dire qu'il peut y avoir des séquelles qui vont perdurer ? Non seulement il y a des séquelles qui perdurent, mais moi je suis très inquiète de voir actuellement les bilans neuropsychologiques qu'on fait passer systématiquement à nos patients, dans les derniers, notamment sur des cadres dirigeants. C'est un fonctionnement intellectuel qui nous revient avec un diagnostic, entre guillemets, définitivement atteinte. Et donc c'est très embêtant, nous abîmons le génie français en ce moment avec nos rythmes de travail. C'est impressionnant parce que le documentaire montre très bien comment, pour que l'individu ne retourne pas travailler comme avant, l'organisme envoie des signaux d'une puissance absolument hallucinante pour immobiliser le patient et que surtout il ne se remette pas dans la métro, passe à l'acte, tellement l'angoisse est insupportable. Est-ce que ça veut dire que de toute façon, face à un patient qui présente un burn-out, on est obligé de l'extraire de son milieu de travail ? Oui. C'est la première démarche du médecin. C'est vraiment l'arrêt de travail, n'en déplaise certaines dimensions de notre métier. C'est-à-dire, on est obligé d'arrêter, ça fait pas de gens qui n'ont pas envie de s'arrêter, par définition, et donc il faut les y pousser, leur expliquer à quoi ça sert. Et au bout de quelques jours, quand ils sentent qu'ils vont un peu mieux quand même, parce qu'on va un peu mieux quand on quitte le travail, alors après on a parfois du mal quand même à faire reprendre. Mais là on se trouve dans cette espèce de dimension, mais l'arrêt lui-même a été productif. Le médecin du travail ? Alors, dans le réseau, nous avons une particularité, c'est le protocole Phoenix, c'est-à-dire que dès que la personne est arrêtée par son généraliste, médicamentée par un psychiatre, nous entamons la prise en charge psychothérapique du côté de l'analyse de ce qui s'est passé au travail. Plus une très grosse coordination, c'est-à-dire que nous contactons le médecin, écrivons au médecin conseil également pour expliquer le protocole que nous mettons en place. Cette très forte prise-là. Et si ça n'est pas possible, c'est pas la peine de le laisser arrêter 6 mois, 1 an, 2 ans pour rien. Quand il va beaucoup mieux, les gens ne le savent pas, mais on peut faire un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie. On peut faire des formations pendant l'arrêt maladie, négocier son départ, rebondir du coup quand on va bien sur un nouveau poste en ayant réglé, grâce à tous les acteurs en place, la situation extrêmement anxiogène qui peut être celle de celui qui attend tous les 15 jours l'arrêt maladie qu'on va lui distribuer. Et prolonger, et ce n'est que ça, la prise en charge. Surtout pas ça. Comment ça s'est passé, votre... La découverte, en fait, de médecine complémentaire, c'est-à-dire la méditation, l'hypnose, le qigong, c'est-à-dire revenir vraiment dans son corps. Qui vous ont aidé déjà pour aller mieux. Voilà, qui m'ont vraiment énormément aidé pour aller mieux. Et puis c'est vrai que j'ai toujours plein de centres d'intérêt que j'ai évidemment pas le temps de développer. Un art donc chinois qui a entre 3500 et 5000 ans. Et toute cette philosophie bouddhiste extrême orientale qui m'a beaucoup interpellée parce que plutôt que de psychoter sur mon état de santé et puis sur les conséquences de cette maladie avec mon ex-employeur, je me suis dit qu'il était important de porter le rayon de ma conscience sur quelque chose qui allait me sortir de là, c'est-à-dire me faire du bien. Voilà, me faire du bien et surtout me remettre dans l'apprentissage et dans le mouvement, de rencontrer d'autres personnes, un autre milieu. Et là, très rapidement, j'ai rencontré plein de gens formidables, que ce soit des médecins, des chercheurs. Raison entre les deux et tout ce qu'on pouvait en retirer en fait pour soit aller mieux et aller de l'avant.
Et aujourd'hui, vous faites quoi alors? Et aujourd'hui, j'ai une double activité. En fait, d'abord, j'accompagne des gens qui sont, on va dire, en inconfort. Certains ont un burn-out? Ou certains en burn-out, voilà. On peut dire que, étant passé par là, on peut en tout cas avoir une certaine empathie. On peut accompagner. Donc, je ne soigne pas, hein, ça c'est les médecins, mais les accompagner au travers de la méditation, au travers de l'hypnose, au travers du feng shui aussi, qui est l'étude de l'environnement, en fait, qui participe aussi au bien-être ou au mal-être des individus. Voilà, Les témoins que vous avez rencontrés, ils ont changé d'activité après ou certains ont repris séisme qui les attendait. Au départ, ils sous-estiment, ils pensent qu'ils vont changer de vie et effectivement la plupart ont changé de métier. On a un chef d'entreprise qui est devenu jardinier, un autre qui fait de la photo, qui a une cadre qui s'est retrouvée aujourd'hui, qui a ouvert une boutique de déco. Enfin voilà, des métiers qui d'ailleurs souvent ont plus facilement un sens immédiat, plus concret, voilà, un vrai changement de vie. Et puis aussi ceux qui ne peuvent pas changer de métier avec des rechutes très souvent. En tout cas, si on revient au même poste dans la rue de leur entreprise, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement. Vous disiez, vous avez mis du temps à effectivement voir le panneau de la ville. Tout à fait, mais maintenant je sais comment tourner mon regard pour plus le voir. C'est vraiment utilisé auparavant. Et par ailleurs, que ça n'est pas toujours possible de ne pas revenir. Et on a qui, lui, est reparti dans son travail et qui s'est suicidé quelques mois après. Oui, bien sûr. Et parmi ceux que vous connaissez qui ont changé d'activité, c'est souvent une activité d'aide, du coup tournée vers les autres, comme Caroline en fait. Non, c'est extrêmement variable parce que comme la thérapie porte beaucoup sur l'analyse des nouvelles organisations du travail, des pratiques de management pathogènes. Ils reviennent dans le monde du travail en étant des salariés extrêmement avertis de leurs droits et de leurs devoirs aussi d'ailleurs. Donc nous en avons qui sont devenus chefs d'entreprise à des niveaux supérieurs à ceux qu'ils occupaient auparavant, dans encore des endroits où le travail peut avoir du sens, heureusement quand même. Donc non, ça n'est pas forcément très très loin de ce qu'ils faisaient avant, mais ça... Ancien, hein, je pense que ça, quand on voit les jeunes générations, moi je donne des cours aux étudiants des étudiants disent avoir eu une souffrance pendant leurs études, ils disent burn-out. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais malgré tout, oui, parce qu'après ils viennent voir, ils viennent en parler. Bon, voilà. Il y a cette nouvelle génération, moi qui m'inquiète, parce que je pense course infinie, là, à la contrainte, à la rapidité, et voilà. Mais je voudrais simplement dire une chose, une mésentente de départ entre la personne, dire analysez ça, analysez, voilà ce que vous allez faire, en êtes-vous capable, plutôt que d'arriver après à me dire... Oui, mais est-ce que quand on entend Caroline, je pense que dans son contrat de travail, il n'était pas dit qu'elle allait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et être corvéable à merci. C'est pas dans les contrats de travail, ça. Non, mais enfin, on choisit pas n'importe quoi. Quand on choisit d'être médecin, c'est souvent par vocation. Il y a beaucoup de métiers de vocation, enseignant, juge, etc., policier. Mais les conditions changent quand même. Est devenu de la grammaire chiffrée, l'utilisation de tableaux de bord, la désincarnation du travail, que le retour au corps est véritablement ce qui vous soigne et ce qui vous répare. Et l'autre jour, nous avions une jeune kinésithérapeute qui était proche du burn-out. Elle était en banlieue, elle avait 6 mois d'attente avec ses patients. Elle ne satisfaisait personne, tout était fait à l'arrache. Et un jour, elle 18 tel que ça fonctionne. Il y a aussi s'écouter ce qu'elle a fait, connaître ses limites. Voilà, tout à fait.